Tombe la neige. Les larmes blanches, tu ne viendras pas ce soir. Quelle chanson romantique et triste, surtout pour ceux qui cherchent leur vrai zivou. Mais la neige qui tombe me rappelle les moments très heureux quand j'allais skier sur les Piani di Artavaggio au nord de Milan. Quelle sensation exceptionnelle de descendre les pentes avec les skis, avec tout couvert de blanc. Ah, quel bon souvenir! Je me rappelle au jardin d'enfants, nous avions des décalcomanies avec des flocons de neige attachés sur la fenêtre. Et ces magnifiques images avec une symétrie hexagonale. Au fait, savez-vous que sur des milliards et des milliards de flocons de neige, il est extrêmement improbable de tomber sur deux flocons identiques, tout de même comme il n'y a pas deux individus avec les mêmes empreintes digitales. Et tous les flocons ont une forme très complexe et quasi unique. Et pourtant, ils ont tous une forme hexagonale. Mais en fait, c'est quoi la neige ? Et comment se forme-t-elle ? Les skieurs savent qu'il y a plusieurs types de neige. Par exemple, la fameuse poudreuse, qu'ils apprécient tout particulièrement. C'est en fait de la neige sèche qui ne contient qu'un faible pourcentage d'eau liquide. Si ce pourcentage d'eau liquide augmente, on passe à la neige humide qui est lourde et qui colle. Ou même à la neige mouillée, aussi appelée neige fondante. On a aussi la neige croûtée, une neige humide transformée par les facteurs mécaniques et thermiques qui est cassante et dure. Et enfin la neige glacée, et d'autres types que les bons skieurs connaissent bien. Comment obtenir toutes ces variétés de neige ? Pour le comprendre, il faut déjà savoir quels sont les ingrédients de la neige et comment elle se forme. Et ici, vous verrez, c'est fascinant. Un scientifique de Californie, paradoxalement, un état où la neige pratiquement ne tombe pas sauf dans des régions spécifiques, le professeur Ken Liebrecht nous explique que les trois ingrédients fondamentaux pour la formation de la neige sont une basse température, en dessous de 0 Celsius, un taux élevé d'humidité et surtout des micropoussières qui sont absolument indispensables. La vapeur d'eau se condense autour des micropoussières pour former des cristaux de glace hexagonaux. Leur pointe commence à croître. On dit que des dendrites se forment. La formation de ces dendrites dépend aussi de la température et de l'humidité. Nous voyons sur ce graphe que la forme des flocons dépend de ces deux facteurs. Ces dendrites continuent à croître. Les flocons deviennent de plus en plus lourds et tombent. Cela semble facile, mais on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, pourquoi les flocons de neige ont une symétrie hexagonale? Et enfin, pourquoi ils sont plats, c'est-à-dire en deux dimensions? Vous allez voir que c'est contre-intuitif. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que même si aujourd'hui on peut faire de la neige artificielle, on n'est encore jamais parvenu à imiter la neige du créateur. La science ici est très compliquée, mais je veux aborder une question qui me fascine. Accrochez-vous car je dois utiliser des termes scientifiques peu connus. En sciences des matériaux, quand on forme une nouvelle phase, comme des flocons de neige faits de glace, à partir d'une autre phase, ici l'humidité, c'est-à-dire de l'eau en forme de vapeur, dans l'air, on appelle ceci nucléation. Par exemple, lorsqu'on met de l'eau dans le congélateur, on va former de la nucléation de glace dans l'eau. Le nombre de nucléus des tout petits grains glacés va augmenter pendant la congélation. Ensuite, ils vont devenir plus grands, c'est la croissance des nucléus. Notre eau dans le congélateur va donc former de plus en plus de nucléus de glace qui vont aussi croître jusqu'à ce que toute l'eau va geler. Nous savons tous que la glace se maintient à 0 degrés Celsius. Alors pourquoi nos congélateurs ont une température entre moins 16 et moins 24 degrés Celsius? Ceci est nécessaire car il faut de l'énergie pour la transformation d'eau en glace, c'est-à-dire pour le phénomène de nucléation et de croissance des cristaux de glace. Et donc la température doit être bien en dessous du zéro. Un dernier concept important avant de revenir à nos flocons de neige. Si l'on ajoute des impuretés, comme des poussières, des minéraux ou des sels dans l'eau, la nucléation et la croissance qui vont transformer l'eau en glace va se passer plus vite, même à des températures moins basses. Par exemple, essayez de congeler de l'eau distillée qui a très peu d'impuretés et vous verrez qu'elle va prendre beaucoup plus de temps à se congeler que l'eau du robinet, qui a beaucoup d'impuretés comme des cristaux, des minéraux, etc. L'eau du robinet va commencer sa nucléation par les impurités qui demandent moins d'énergie pour former de la glace. On appelle ceci un phénomène de nucléation hétérogène. Avec ces notions scientifiques, nous arrivons à la conclusion très simple, entre guillemets, qu'un flocon de neige est un phénomène de nucléation hétérogène où l'humidité se transforme en glace sur une impureté. De là, le nucléus va croître pour former les dendrites qui vont donner sa forme finale. Sa symétrie hexagonale peut être expliquée par la façon dont les molécules d'eau se relient entre elles. Aussi, la croissance des dendrites peut être expliquée car l'énergie et l'instabilité des coins de l'hexagone sont plus prônes à croître. En revanche, expliquer pourquoi le flocon est plat, c'est plus difficile. L'air humide dans lequel le flocon se forme est un milieu homogène, c'est-à-dire que ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. À n'importe quel point dans l'air,
son humidité est la même un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ou un petit peu devant ou derrière. Et ici, pour une nucléation hétérogène, c'est-à-dire à partir de poussière dans l'air, dans un milieu homogène, où l'humidité est la même dans toutes les directions, la théorie prévoit la formation de glaçons à forme de sphère, qui est l'objet géométrique symétrique dans toutes les directions. Et en fait, quand on forme de la neige artificielle en explosant des impuretés dans l'air glacé, se forment des glaçons de forme sphérique, exactement comme la théorie prévoit. Vous pouvez comparer ici les flocons naturels et ceux artificiels. Et les skieurs professionnels savent très bien que la neige artificielle n'est pas du tout aussi agréable que celle produite dans le ciel. C'est comme si Dieu bloquait la croissance des dendrites, sauf dans un plan, et donc en 2 dimensions. Et ça, la science ne sait pas l'expliquer. J'ai posé la question de pourquoi les flocons de neige sont plats et non sphériques à plusieurs collègues, et je n'ai jamais obtenu une réponse scientifique totalement satisfaisante. Pour moi, la neige est un miracle qui porte la signature du Créateur du monde. Et la neige renferme encore de nombreuses propriétés extraordinaires. Dans ses psaumes, le roi David nous dit « Anoten sheleg katsamer ». Il répand la neige comme des flocons de laine. Sur ceci, le Rav Avigdor Miller Zatzal nous dit que la neige qui couvre le sol le protège en l'empêchant de geler, car la neige est un bon isolant thermique. Et en plus, quand elle va fondre, elle va lentement hydrater le sol. De plus, en Israël, la neige sur le mont Hermon est une véritable bénédiction. Pas seulement parce qu'elle nous permet de skier comme sur les piani di Artavaggio, ou enfin presque, mais il faut savoir que lorsque la neige va fondre, elle va remplir d'eau le lac Kinneret, une importante source d'eau pour tout Israël. Marabou Ma'asecha Hashem.